Le PDG noir refusait d'un service de retrait dans sa propre banque. 5 minutes plus tard, elle renvoya le directeur sur le champ. Les portes de la Centurion Bank s'ouvrent, dévoilant une grande femme noire, confiante, dans un tailleur bleu marine parfaitement ajusté. Les regards se tournent, mais personne ne la reconnaît immédiatement jusqu'à ce qu'une confrontation tendue change tout. Elle veut simplement retirer un chèque, mais elle se heurte à un refus, à des soupçons, et à une attitude de dédain. En l'espace de cette minute stupéfiante, elle passe de cliente méprisée à la révélation qu'elle est la PDG qui possède le bâtiment même dans lequel elle se trouve. Le directeur de la succursale, qui avait présumé le pire d'elle, ne se rend pas compte de ce qui va se passer. Quand il le comprend, il est trop tard. Il va faire face à un renvoi dévastateur, en plein devant tout le monde. Ebony Mitchell est née dans une petite ville à la périphérie d'Atlanta, en Géorgie. La vie n'était pas glamour, elle venait de débuts modestes dans une communauté soudée. La maison d'enfance d'Ebony était un bungalow modeste, dont les murs montraient parfois des fissures que même une couche de peinture ne pouvait complètement dissimuler. Malgré les difficultés financières, ses parents lui ont inculqué un sens indéfectible de la détermination. Ils lui ont appris qu'elle pouvait accomplir tout ce qu'elle déciderait de faire, une leçon qu'elle a gardée comme un talisman contre l'adversité tout au long de sa vie. Dès son jeune âge, Ebony a été fascinée par le concept de l'argent, comment il circulait, qui le contrôlait, et le pouvoir qu'il exerçait sur les communautés entières. Lorsque d'autres enfants passaient leur week-end à faire du vélo ou à jouer à la tag, Ebony comptait méthodiquement les pièces dans un bocal qu'elle gardait sous son lit. Elle étiquetait les pièces avec des bouts de papier, les marquant pour différentes fins. Une pour ses frais de scolarité futurs, une autre pour le fonds d'urgence de sa famille, et une autre pour des cadeaux pour ceux dans le besoin. Même à 10 ans, Ebony s'intéressait non seulement à l'accumulation de la richesse, mais à la manière de la distribuer de manière à faire une différence. Au fur et à mesure qu'Ebony grandissait, sa ténacité se développait également. Au lycée, elle excellait en économie et en mathématiques, prenant souvent des cours supplémentaires au centre communautaire local. Ses enseignants remarquaient sa capacité étrange à analyser des chiffres d'un seul coup d'œil. Ils l'encourageaient à viser haut. Les murs de sa chambre modeste étaient décorés de lettres d'acceptation de diverses universités, culminant avec une lettre d'acceptation de l'université Harvard, celle qui allait changer sa vie. Elle avait travaillé sans relâche pour postuler à des bourses et des subventions, et grâce à une extraordinaire persévérance combinée à ses réussites académiques, elle obtint une bourse complète pour étudier dans l'une des institutions les plus prestigieuses du monde. C'était le début de son véritable voyage. À Harvard, Ebony a rencontré un tout nouveau monde, rempli de possibilités, mais aussi de barrières subtiles. Se distinguant comme l'une des rares femmes noires dans ses cours de finance, Ebony ressentait un double sentiment de fierté et de responsabilité. Son attention intense et sa curiosité sans bornes l'ont amenée à rejoindre des clubs d'investissement, à collaborer à des projets entrepreneuriaux, et même à devenir mentor pour des étudiants de couleur qui se sentaient accablés par les murs recouverts de lierre de l'université. C'est à Harvard que le rêve de créer sa propre institution financière, une institution qui servirait des communautés souvent ignorées par les banques traditionnelles, a commencé à se concrétiser. Lorsqu'elle est diplômée, Ebony avait un CV impressionnant comprenant des stages dans des entreprises d'investissement de renom, la corédaction de recherches sur l'autonomisation financière dans les quartiers à faible revenu, et des distinctions de nombreux professeurs qui la considéraient comme une étoile montante. Elle a également commencé à forger des liens puissants, certains avec des anciens élèves issus de vieilles familles d'argent, d'autres avec des pairs en devenir déterminés à changer le paysage financier. Si elle avait choisi de travailler pour une grande société de Wall Street, le chemin d'Ebony vers la richesse aurait peut-être été plus rapide. Mais la motivation d'Ebony avait toujours été plus profonde que la simple accumulation de richesses. Elle voulait créer une institution capable d'aider des gens comme ses parents, ses amis et ses voisins à sécuriser leur avenir financier. C'est ainsi qu'a germé l'idée de Centurion Bank. Après avoir terminé son MBA, Ebony passa plusieurs années à perfectionner son expertise dans l'industrie bancaire. Elle commença dans une institution financière de taille moyenne, grimpant rapidement les échelons et prouvant son expertise en stratégie d'investissement et en finance d'entreprise. Malgré de nombreuses offres provenant de plus grandes entreprises, Ebony choisit de rester stratégique dans ses choix. Chaque étape la rapprochait de l'acquisition des connaissances, de l'expérience et du capital nécessaires pour lancer son propre projet. Finalement, avec un petit groupe de partenaires et de soutien qu'elle avait rencontré à Harvard, Ebony fonda Centurion Bank. La mission de la banque était claire, servir chaque individu avec dignité et respect, quel que soit son parcours ou son historique financier.
Iboni croyait passionnément que garantir une sécurité financière à long terme pour les gens de tous horizons n'était pas seulement éthiquement juste, mais aussi une bonne affaire. Dès le départ, le modèle axé sur la communauté de Centurion Bank attira l'attention positive et la fidélité des clients. En offrant des frais bas et des programmes éducatifs utiles, la banque se développa régulièrement et le nom d'Iboni se répandit dans le monde financier comme celui d'une leader visionnaire. En 6 ans, Centurion Bank s'était étendue à plusieurs États, établissant plus de 30 succursales et une forte présence en ligne. Elle n'avait pas l'empreinte de grandes corporations comme Bank of America, mais elle était respectée, admirée et rentable. Iboni était souvent invité à prendre la parole lors de conférences et était présenté dans des magazines, dont un article dans Forbes qui la décrivait comme l'une des PDG noires les plus influentes du secteur financier. Elle savourait ses distinctions, mais n'oubliait jamais ses racines. Le souvenir des luttes de ses parents et du soutien de sa communauté la maintenait les pieds sur terre, la poussant à rester fidèle aux valeurs fondamentales de Centurion Bank, équité, compassion et autonomisation. L'une des politiques uniques qu'Iboni mit en place à Centurion Bank fut la formation obligatoire sur la diversité pour tous les employés et les responsables. Elle croyait que l'empathie et la conscience culturelle étaient incontournables. Elle était fière de son personnel qui manifestait un véritable souci du bien-être des clients. Cette attention à la connexion personnelle était la manière dont Centurion Bank s'était forgé une réputation d'endroit où les clients se sentaient vus, entendus et valorisés. Malgré tous ses succès, Iboni était pleinement consciente que tout le monde n'adhérait pas à sa vision. Les concurrents rejetaient parfois Centurion Bank comme une institution de niche. Il y avait des sceptiques qui riaient de l'idée qu'une femme noire puisse diriger une entreprise. Rentable dans un secteur dominé par des réseaux de vieilles familles d'argent. Iboni affrontait ces défis avec la même grâce et la même détermination qu'il avait mené de sa petite ville natale Harvard et au-delà. L'adversité avait un moyen de nourrir son ambition. Au moment où commence notre histoire, la vie d'Iboni avait atteint un sommet professionnel. Elle était admirée pour son leadership, célébrée par ses employés et saluée par les experts du secteur. Et pourtant, Iboni elle-même restait étonnamment humble, parlant souvent avec le personnel à tous les niveaux, essayant de rester connectée aux opérations quotidiennes. C'est ainsi qu'elle décida, un lundi matin ensoleillé, de se rendre dans une succursale locale de Centurion Bank, non pas en tant que PDG, mais en tant que cliente ordinaire. Ce qui s'est passé ensuite deviendrait l'histoire la plus célèbre de la banque, racontée et racontée par les employés pendant des années, chaque fois aussi incroyable que la première. Il fut légèrement déconcerté par l'hostilité dans le ton de Ronald. Un silence se fit dans la file d'attente des clients. Même Jasmine, la guichetière, qu'Iboni avait remarqué plus tôt, semblait prise de court par l'attitude de Ronald. Iboni pouvait sentir la tension monter. Elle avait déjà fait face à des préjugés subtils, mais cela faisait mal de les voir se manifester dans sa propre banque. Il lui traversa l'esprit de révéler son identité sur le champ, mais elle décida de laisser les choses se dérouler. Après tout, la façon dont ses employés traitaient les clients, surtout ceux qu'ils ne reconnaissaient pas immédiatement, était primordiale. S'il y avait un problème, Iboni voulait le voir de ses propres yeux. « J'aimerais retirer de l'argent », clarifia Iboni en essayant de garder un ton calme. « Je peux vous montrer mes coordonnées bancaires au guichet. » Ronald croisa les bras sur sa poitrine. « Je vais m'occuper de ça, » dit-il fermement, sa voix teintée de condescendance. « Quelle est la raison de votre retrait ?» Iboni cligna des yeux. Elle n'avait jamais entendu un directeur de banque interroger personnellement un client sur la raison de son retrait. Les banques demandent des pièces d'identité et parfois interrogent sur les gros retraits pour des raisons de sécurité, mais le ton de Ronald suggérait plus qu'un simple protocole standard. Elle sentit sa colère monter, mais garda son calme. « C'est personnel, » dit Iboni fermement. « J'ai juste besoin de faire un retrait. Pouvons-nous procéder, s'il vous plaît ?» Un éclair de suspicion traversa le visage de Ronald. Il fit un pas en arrière, scrutant la tenue d'Iboni et son expression. « Montrez-moi votre carte d'identité, » exigea-t-il, sans aucune courtoisie. Iboni ouvrit calmement son sac à main, sortant son permis de conduire. Elle en sortit également sa carte de débit Centurion, prête à confirmer son identité de manière standard. Ronald attrapa l'identité, l'examinant pendant ce qui sembla une éternité. Lorsqu'il la lui rendit, Iboni remarqua le léger rictus sur ses lèvres, comme s'il ne croyait toujours pas qu'elle était une cliente légitime. Quelque chose chez elle ne correspondait pas à l'image qu'il se faisait d'un titulaire de compte prospère. Et cette prise de conscience blessa Iboni plus qu'elle ne voulait l'admettre.
La tension entre eux était palpable, un affrontement silencieux au milieu du hall bondé de la banque. Les autres clients dans la file d'attente se déplaçaient mal à l'aise, chuchotant entre eux. Jasmine semblait partagée, comme si elle voulait intervenir mais n'osait pas défier son directeur. « Mademoiselle Mitchell », dit enfin Ronald en lisant sur sa carte d'identité. « Combien souhaitez-vous retirer ?» Ebony lui donna le montant, qui était conséquent mais en rien exceptionnel pour quelqu'un ayant ses ressources. Les yeux de Ronald s'agrandirent imperceptiblement, et Ebony sentit une torsion dans son estomac. Elle avait parfaitement le droit de retirer son propre argent, mais Ronald dégageait l'aura d'un homme prêt à lui refuser ce droit. « C'est une grosse somme, mademoiselle Mitchell, marmonna-t-il. Je ne suis pas sûr que nous puissions traiter ça sans vérification supplémentaire. » Ebony jeta un regard autour d'elle, remarquant les regards curieux des autres clients. Elle fit un geste vers le guichet derrière lui. « Je peux fournir toute la documentation nécessaire, mais je préfère traiter ça avec un guichetier, dit-elle. Pas besoin de faire un grand spectacle. » Ronald se raidit, et Ebony pouvait sentir son ressentiment. C'était comme s'il interprétait son calme comme un défi à son autorité. Il leva le menton et la regarda de haut. « Je ne peux pas vous permettre de retirer cette somme sans l'approbation d'un responsable, » annonça-t-il bruyamment, clairement pour que les autres entendent. « Nous devons être sûrs qu'il s'agit d'une transaction légitime, surtout que vous êtes nouvelle ici. » Le pouls d'Ebony s'accéléra. L'insinuation était claire. Ronald croyait, ou voulait que tout le monde croie, qu'elle tentait de commettre une fraude. Son cœur battait à tout rompre, un mélange de colère et d'humiliation, mais elle se força à rester calme. C'était précisément ce type de scénario qu'elle avait travaillé si dur à éliminer de son institution. Des clients, en particulier des femmes de couleur, étant pointés du doigt et scrutés sans raison. « Je ne suis pas nouvelle ici, » dit Ebony doucement, sa voix teintée d'avertissement. « Je suis cliente de Centurion depuis des années. Mes soldes et mon historique devraient le refléter. » Ronald laissa échapper un rire moqueur. « Eh bien, je ne vous vois pas souvent ici, » rétorqua-t-il. « Et demander à retirer une telle somme un lundi matin, c'est suspect. Nous avons des politiques. » Ebony prit une lente inspiration, se calmant. Elle connaissait parfaitement les politiques de la banque. Elle en avait rédigé plusieurs. Il n'y avait aucune règle qui exigeait une surveillance intense pour un montant comme le sien, à condition que le client ait une pièce d'identité valide et des fonds suffisants, ce qu'elle avait. Ronald abusait manifestement de la politique pour discriminer, et elle ressentit une montée de déception. « Pourquoi ne pas nous rendre dans votre bureau pour éclaircir tout cela ?» suggéra Ebony, remarquant le malaise croissant des spectateurs. Elle voulait régler ça discrètement, puis s'attaquer à l'attitude de Ronald de manière professionnelle. Elle espérait encore que cela pourrait être résolu calmement, bien que sa patience soit en train de s'épuiser. Ronald hocha la tête d'un air sec et la conduisit dans un coin du bureau, où se trouvait un bureau avec des panneaux en verre givré. Dès qu'Ebony entra, elle aperçut des trophées et des plaques soigneusement disposées, probablement des souvenirs de ses précédentes fonctions. Sur le mur derrière le bureau, une grande photo montrait Ronald serrant la main d'un dirigeant d'entreprise de sa banque précédente. Tout dans ce bureau, du bureau impeccablement rangé à la plaque portant son nom Ronald Barker, directeur de succursale, criait qu'il avait besoin d'exercer du pouvoir et du contrôle. Il ferma la porte et lui désigna une chaise, mais Ebony resta debout, les bras croisés sur sa poitrine. « Simplifions les choses, » dit Ebony, refusant que sa voix tremble. « Consultez les détails de mon compte. Vous verrez que j'ai les fonds nécessaires. » Ronald s'assit à son bureau sans inviter Ebony à s'asseoir. Il se connecta à son ordinateur et tapa le numéro de compte d'Ebony, apparemment. Elle observa son visage. Alors qu'il scrutait l'écran. Ses sourcils se froncèrent, et il laissa échapper un petit « H ». Ebony savait déjà ce qu'il voyait, des fonds largement suffisants, un historique de transactions impeccable. Il n'y avait aucune raison de bloquer son retrait. Après un moment, Ronald toussa. « Vous avez certainement un solde conséquent, » murmura-t-il en cachant à peine sa surprise. Mais cela ne change pas le fait que les gros retraits doivent faire l'objet de la discrétion d'un responsable. Ebony compta jusqu'à 3 dans sa tête avant de répondre à nouveau. « Votre discrétion devrait être fondée sur la politique de la banque et non sur un biais personnel, » dit-elle calmement. Ronald se pencha en avant, les yeux plissés. « M'accusez-vous d'être biaisé, mademoiselle Mitchell ?» demanda-t-il. « Parce que si c'est le cas, c'est une accusation grave. »
Je fais simplement mon travail pour prévenir la fraude. La patience d'Iboni explosa. Vous ne faites pas votre travail, monsieur Barker. Si vous le faisiez, vous verriez que tout est en ordre et vous traiteriez mon retrait. Au lieu de cela, vous me faites obstruction. Le visage de Ronald rougit. Faites attention à votre ton, ou je ferai appel à la sécurité pour vous escorter dehors. Pendant un instant, Iboni ressentit quelque chose de proche du cœur brisé. Cela se passait dans sa propre banque, l'endroit même qu'elle avait créé pour être un havre de respect et de compréhension. Sa vision s'effondrait en temps réel, détruite par un homme qui semblait déterminé à rabaisser une cliente qui ne correspondait pas à ses attentes étroites de richesse. « Appelez la sécurité si vous voulez », dit Iboni, sa voix à peine tremblante de colère. « Mieux encore, appelez les responsables de Centurion au siège. Ou avez-vous besoin que je vous donne leur numéro ?» Ronald ricana, se laissant tomber en arrière dans son fauteuil. « Je n'ai pas besoin que vous me disiez comment faire mon travail. Je sais exactement qui appeler. » Et sur ces mots, il prit le téléphone de bureau et appuya sur une série de boutons. Iboni le regarda avec un mélange de colère et d'anticipation. Elle savait exactement qui il allait joindre au siège de l'entreprise et avait toute confiance qu'il confirmera. Iboni garda son calme même si son cœur battait à tout rompre. Elle refusa de dire un mot, attendant que Ronald parle le premier. Le silence dans le bureau était étouffant, seulement rompu par le léger bourdonnement du système de ventilation. « Il semble y avoir une certaine confusion », murmura finalement Ronald, évitant le regard d'Iboni. « On m'a dit. Écoutez, je pense qu'il serait préférable de gérer ça autrement. » Iboni inspira profondément, puis expira lentement pour se calmer. « Je suis sûr qu'on vous a tout dit, » répondit-elle. « Maintenant, allez-vous traiter ma transaction ?» Les yeux de Ronald parcouraient nerveusement la pièce. Il ressemblait à un homme ayant découvert une bombe à retardement dans son jardin, paniqué, désespéré de limiter les dégâts. « Bien sûr, » dit-il d'une voix tendue. « Oui, bien sûr. Je m'excuse s'il y a eu un malentendu. » Un tourbillon d'émotions traversa Iboni, colère, soulagement, sentiment de justice et une profonde tristesse. Une partie d'elle avait envie de révéler sa position sur le champ. Mais elle voulait aussi voir si Ronald allait avouer de lui-même. Peut-être était-il encore rachetable. Ou peut-être pas. « Monsieur Barker, » dit Iboni après un moment de silence. « Apportez-moi donc le formulaire de retrait pour que nous puissions en finir. » Il acquiesça avec raideur et ouvrit un tiroir, en sortant les documents nécessaires. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il les posa sur son bureau. Iboni s'avança et les parcourut rapidement. Elle remplit sa partie, écrivant son nom en lettres nettes, signant de manière complète « Iboni à Mitchell ». Quand elle rendit les documents, Ronald regarda la signature, puis Iboni, puis de nouveau la signature. Une lueur de reconnaissance et de terreur passa dans ses yeux. « Vous êtes Iboni Mitchell » murmura-t-il. Ce n'était pas une question. C'était la prise de conscience lente et évidente. Iboni ne répondit pas. Elle haussa simplement un sourcil. Ronald déglutit, détourna le regard et tenta de se concentrer sur les formulaires. « Je vais finaliser cela avec la caissière », balbutia-t-il en se levant presque en trébuchant. Iboni le suivit hors du bureau. Dans le hall principal, les clients observaient avec curiosité pendant que Ronald se précipitait vers la caisse et remettait les documents à Jasmine en parlant à voix basse. Jasmine jeta un rapide coup d'œil à Iboni, puis commença aussitôt à traiter la transaction. Iboni observait en silence, réfléchissant à la manière d'aborder la confrontation à venir. Elle devait traiter le comportement de Ronald, mais savait aussi qu'un éclat devant les clients pourrait encore plus perturber l'agence. Avec efficacité, Jasmine s'occupa de la transaction. Elle vérifia l'identité d'Iboni à 2 reprises, s'excusa doucement, puis compta l'argent. Iboni le rangea dans son sac sans un mot. Puis elle croisa le regard de Ronald, dont le visage était livide, baigné de panique. « Puis-je faire autre chose pour vous, mademoiselle Mitchell ?» demanda-t-il presque en chuchotant. À cet instant, le temps sembla ralentir. Iboni pensa à ses parents et à tous leurs sacrifices pour qu'elle puisse se tenir là aujourd'hui. Elle pensa aux employés et aux clients qui croyaient en la mission de la banque. À chaque micro-agression et chaque discrimination vécue dans sa vie.
et à la lourde responsabilité d'un leader qui doit faire respecter la responsabilité au sein de sa propre institution. Oui, répondit-elle, sa voix résonnant dans le silence du hall. J'aimerais parler en privé avec le directeur. Un frisson d'inquiétude parcourut le personnel et les clients. Tout le monde était tendu. L'atmosphère était épaisse comme un brouillard. Ronald hocha la tête, les lèvres serrées, et reconduisit Iboni dans son bureau. En marchant, elle remarqua que toute l'agence semblait s'être tue. Employés et clients tendaient l'oreille pour comprendre ce qui allait se passer. Dans le bureau, Iboni ferma la porte derrière elle. Elle posa son sac sur une petite table et se tourna vers Ronald, dont les yeux bougeaient nerveusement. « Monsieur Barker, commença-t-elle. Savez-vous qui je suis ?» Il déglutit, sa pomme d'Adam remontant dans sa gorge. « Je viens de l'apprendre. Vous êtes Iboni Mitchell. La Iboni Mitchell, PDG de Centurion Bank. » Iboni confirma d'un ton ferme, laissant le poids de son titre flotter dans l'air. Le visage de Ronald pâlit encore davantage. Un exploit qu'elle n'aurait pas cru possible. « Je suis désolé, balbutia-t-il, oscillant entre une posture d'humilité absolue et de survie désespérée. Je ne savais pas. Iboni leva la main pour l'interrompre. Elle prit un moment pour rassembler ses pensées, respirant lentement. Une partie d'elle voulait exploser. Mais une autre, celle forgée par des années de leadership, choisit le calme. Soyons clairs, dit-elle d'une voix posée. Mon poste dans cette entreprise ne devrait pas influencer la manière dont vous traitez les clients. Ce que vous avez fait là-dehors était non professionnel, discriminatoire et en totale contradiction avec les valeurs de Centurion Bank. Si vous traitez ainsi quelqu'un qui dirige cette institution, comment traitez-vous nos autres clients? Combien de personnes, surtout des personnes de couleur, ont subi vos soupçons simplement parce qu'elles ne correspondaient pas à votre idée de quelqu'un qui appartient ici? Ronald ouvrit la bouche, sans parvenir à articuler un mot. Ce n'est pas une question rhétorique, insista Iboni. Répondez-moi. Je traite tout le monde de la même façon, bégaya Ronald. Je n'avais aucune idée de qui vous étiez, et je suivais simplement les procédures pour éviter les fraudes. Nous devons être prudents pour les gros retraits. Iboni secoua la tête. Vous et moi savons très bien que c'est une excuse faible. Notre politique exige des vérifications standards, certes, mais elle ne vous autorise pas à humilier publiquement un client sans raison valable. Et certainement pas lorsqu'il a fourni tous les documents requis. Ronald baissa les yeux. La tension dans la pièce était palpable. « Je suis désolé, » dit-il de nouveau, la voix à peine audible. « Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, mademoiselle Mitchell. Je sais que cela semble terrible, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour arranger les choses. » Iboni le scruta. Elle avait rencontré de nombreuses personnes pleines de préjugés. Certaines ne changeraient jamais. D'autres reconnaissaient leurs torts. Ronald semblait plus effrayé pour sa carrière que réellement désolé. « Vous êtes mis en congé immédiat et sans solde, » déclara-t-elle d'une voix ferme. « Une enquête formelle sera ouverte sur votre conduite, avec un accent sur les biais raciaux et les plaintes des clients. S'il existe déjà des plaintes à votre encontre et j'en ai bien l'impression, considérez cela comme votre dernier avertissement. » Les yeux de Ronald s'agrandirent d'horreur. « Sans solde. C'est comme me virer, » murmura-t-il en s'agrippant au bureau. « Cela pourrait mener à votre licenciement, » répliqua Iboni. « Nous verrons à l'issue de l'enquête. En attendant, vous n'êtes plus autorisé à entrer dans une agence de Centurion Bank, ni à contacter le personnel ou les clients sans autorisation expresse. Est-ce clair ?» Ronald acquiesça faiblement, vidé de toute volonté. « Je vous en supplie, mademoiselle Mitchell. J'ai une famille. J'ai fait une erreur. Donnez-moi une seconde chance. » Iboni se durcit. Elle avait de l'empathie, mais aussi une responsabilité envers son entreprise. Considérez-vous chanceux de bénéficier d'une procédure régulière. Dans d'autres circonstances, votre comportement aurait suffi pour un licenciement immédiat. Ronald baissa la tête. « Merci, » dit-il dans un souffle écrasé. « Rassemblez vos affaires. Un agent de sécurité va vous escorter. » Iboni sortit, le cœur battant, mêlé d'adrénaline et de tristesse. Malgré tous ses succès, ce moment lui rappelait que les préjugés persistaient, même dans l'institution qu'elle avait bâtie pour l'égalité. Dans le hall, elle fit signe aux gardes de sécurité. « Ronald,
pâle, le suivit. Les employés observaient en silence. Jasmine, au loin, mordait sa lèvre d'inquiétude. Iboni lui fit signe. « Oui, madame, » répondit Jasmine, les yeux brillants d'admiration. Iboni posa la main sur son épaule. « Merci pour votre professionnalisme aujourd'hui. J'ai vu que vous essayiez de désamorcer la situation. Je suis désolé de ne pas avoir pu faire plus, » dit Jasmine. « Monsieur Barker est difficile. J'ai vu des clients partir furieux, mais je ne savais pas quoi faire. Il est le directeur. Je comprends. Je vais m'adresser au personnel. Pourriez-vous rassembler tout le monde dans le hall ?» Jasmine hocha la tête, soulagée. Quelques minutes plus tard, une douzaine d'employés s'étaient réunis. Certains clients restaient, curieux. Iboni prit la parole. « Je m'appelle Iboni Mitchell. Je suis la PDG de Centurion Bank. Aujourd'hui, j'étais ici en tant que cliente pour tester nos processus, et j'ai vu de mes propres yeux comment votre ancien directeur se comportait. » Une vague de surprise parcourut le groupe. Je sais que certains d'entre vous êtes choqués. Je veux dire ceci clairement. J'ai créé Centurion Bank pour qu'elle soit un lieu d'accueil, de justice et de dignité. Malheureusement, ce matin, j'ai vu que tout le monde ne respecte pas ces valeurs. En congé sans solde immédiat, en attendant une enquête formelle. Pour l'instant, Jasmine et la conseillère financière senior, Mademoiselle Lewis, géreront les opérations quotidiennes jusqu'à ce que je nomme un gestionnaire intérimaire. Mademoiselle Lewis, une femme posée dans la fin de la trentaine, s'avança avec une expression de calme détermination. Iboni lui fit un signe de tête en signe de reconnaissance. Jasmine semblait à la fois surprise et fière. « Je veux que chacun d'entre vous sache que si vous vous êtes senti intimidé ou avez été témoin de comportements inappropriés, vous avez mon soutien pour parler librement, » déclara Iboni. Centurion prospère grâce à la transparence et à la responsabilité. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau départ pour cette branche. Je veux que nous allions de l'avant dans un esprit de travail d'équipe et de respect. En parlant ainsi, Iboni vit quelques employés échanger des regards, le soulagement évident dans leurs yeux. La tension qui planait comme un nuage sombre semblait se dissiper, remplacée par un sentiment collectif de possibilité. Elle conclut la réunion brève en promettant d'organiser des formations plus approfondies et des forums ouverts où le personnel pourrait partager ses expériences. Au moment où Iboni termina, des applaudissements éclatèrent parmi les employés, certains les larmes aux yeux. Après cela, Iboni s'entretenait individuellement avec quelques membres du personnel, s'assurant qu'ils se sentaient entendus. Beaucoup relataient des histoires du style autoritaire de gestion de Ronald, évoquant comment il rabrouait certains clients et membres du personnel. La colère d'Iboni se transforma en détermination. Elle allait mener cette enquête jusqu'au bout, s'assurant que la responsabilité ne soit pas qu'un mot à la mode, mais un principe vivant au sein de son organisation. Finalement, Iboni se donna pour excuse de partir, se dirigeant vers la lumière éclatante à l'extérieur de la banque. Toute cette épreuve avait duré environ 30 minutes, bien que cela ait semblé une éternité de révélations condensées dans un si court intervalle. Elle se retourna pour jeter un dernier coup d'œil à travers la vitre, apercevant Ronald qui faisait ses valises sous l'œil vigilant du garde de sécurité. Un tourbillon de pensées envahit son esprit. Tristesse que des préjugés aient trouvé un terrain d'accueil dans son institution, mais aussi une détermination farouche à les éliminer, quel qu'en soit le prix. Le lendemain, au siège social, Iboni convoqua une réunion d'urgence avec les cadres dirigeants. Un groupe d'exécutifs, y compris des responsables des ressources humaines, des conseillers juridiques et des chefs de département, se rassemblèrent dans une grande salle de conférence. Iboni détailla les événements de la succursale, chaque mot humiliant que Ronald avait lancé, chaque regard suspicieux qu'il avait jeté. Un silence tomba sur la pièce lorsqu'elle eut terminé. « Nous lançons une enquête complète », annonça Iboni. « RH, je veux que vous interviewiez le personnel et que vous auditiez chaque plainte ou formulaire de feedback. Juridique, préparez-vous à toute réclamation potentielle. Ronald Barker est en congé sans solde et le restera jusqu'à ce que nous parvenions à une conclusion. » Le directeur financier, un homme grisonnant dans la cinquantaine au tempérament calme, intervint. « Iboni, c'est sérieux. Notre réputation de marque pourrait être en jeu. »« Je sais, » répondit Iboni. « C'est pourquoi nous devons répondre rapidement et de manière transparente. Nous ne pouvons pas laisser un seul responsable ternir notre mission. » Dans les jours suivants, Iboni se retrouva noyé sous les papiers et les témoignages.
Les interviews révélèrent que Ronald avait un passé de remarques presque discriminatoires, généralement déguisées sous la forme de l'application des règles. Un employé raconta que Ronald remettait en question la légitimité des chèques lorsqu'un client portant des vêtements décontractés se présentait. Un autre évoqua comment il avait une fois menacé d'appeler la police sur un homme latino qui souhaitait encaisser son chèque de paie d'une entreprise de construction. Ces révélations et d'autres peignaient le portrait d'un gestionnaire qui minait la mission même qu'Iboni avait tant travaillé à établir. Mais l'enquête révéla aussi un autre rebondissement. Ronald avait utilisé sa position de gestionnaire pour diriger des affaires lucratives vers le cabinet de conseil financier d'un ami, violant ainsi la politique de conflit d'intérêts de la banque. Des emails mirent en lumière des schémas de collaboration suspects. Iboni réalisa avec désarroi que le problème allait au-delà du racisme. Ronald exploitait aussi son autorité pour son profit personnel. Elle convoqua à nouveau l'équipe dirigeante. Ce n'est pas seulement une question de préjugés, dit-elle en faisant les 100 pas autour de la table de conférence. C'est de la corruption. Nous avons suffisamment de preuves pour licencier Ronald immédiatement. La question est de savoir si nous devons porter plainte. Le conseiller juridique, une personne mesurée nommée Karen Shaw, ajusta ses lunettes. Nous devons évaluer le coût de la procédure judiciaire. Si Ronald dirigeait des affaires en échange de commissions, cela justifie une poursuite pénale. Mais cela pourrait être un processus long et nous devrons le prouver de manière concluante. Les yeux d'Iboni se durcirent. Je ne le laisserai pas s'en tirer avec une simple tape sur les poignets. Si nous ne le tenons pas responsable, nous envoyons le mauvais message à nos employés, partenaires et clients. L'équipe échangèrent des regards déterminés, beaucoup hochant la tête en signe d'accord. Je vais commencer à rassembler les preuves de manière à pouvoir les présenter de façon légale, dit Karen. Mais finalisons d'abord la procédure de licenciement interne. Quelques jours plus tard, Iboni signa personnellement la lettre de licenciement de Ronald. Les documents détaillaient non seulement son comportement discriminatoire, mais aussi les preuves découvertes concernant les commissions. Ronald serait banni de travailler chez Centurion Bank ou dans ses filiales. De plus, la banque se réservait le droit d'engager d'autres actions légales. Les rumeurs se propagèrent comme un feu de forêt dans la communauté bancaire et au-delà. Les colonnes de potins reprirent le scandale. Une PDG noire subit un profilage racial dans sa propre banque, gestionnaire licencié. Les médias reprirent l'histoire, certains félicitant Iboni pour sa réaction rapide et décisive, d'autres remettant en question la manière dont un tel gestionnaire avait pu être embauché en premier lieu. Une vague de soutien inattendu vint des réseaux sociaux. Des hashtags comme #StandWithIboniMitchell devinrent populaires localement. Les clients félicitèrent la banque pour avoir pris une position ferme, tandis que d'autres partagèrent leurs propres histoires de discrimination dans des institutions financières. Iboni se retrouva au centre d'une conversation qui allait au-delà de Centurion Bank. Elle ne s'était ni anticipée ni recherchée, mais elle réalisa qu'elle pourrait l'utiliser pour mettre en lumière les problèmes systémiques qu'elle espérait éradiquer. Tout cela se produisit en l'espace de quelques semaines. Mais le point central revint toujours aux 7 minutes cruciales à la succursale de Midtown Atlanta. L'affrontement initial d'Iboni avec Ronald Barker devint emblématique, un conte de mise en garde sur les conséquences des préjugés et de l'abus de pouvoir. Entre-temps, Iboni maintenait sa présence à la succursale. Elle visitait personnellement le personnel, s'assurant qu'ils se sentaient soutenus. Elle prenait le temps de parler aux clients, écoutant leurs histoires et expériences. Certains la reconnaissaient des gros titres et la saluaient avec admiration. D'autres la voyaient simplement comme une dirigeante consciencieuse qui se souciait des personnes derrière les comptes bancaires. La transformation fut immédiate. Le personnel semblait plus léger, délivré du nuage oppressif que Ronald avait créé. La satisfaction des clients monta en flèche. Un nouveau directeur de succursale, une femme expérimentée nommée Denise Roberts, fut nommée, apportant empathie et discipline avec une égale mesure. Iboni observa le changement culturel se produire, ressentant de la gratitude que quelque chose de bon ait émergé de la laideur. Pendant qu'Iboni était déterminé à résoudre l'affaire en interne, Ronald sembla incapable d'accepter son sort. Environ 2 mois après son licenciement, Iboni reçut une notification du département juridique lui annonçant que Ronald avait déposé une plainte pour licenciement abusif contre Centurion Bank. Il prétendait avoir été renvoyé en raison de discrimination inversée, alléguant qu'Iboni, en tant que PDG noir, avait une rancune personnelle contre un gestionnaire blanc. Au début, Iboni n'en croyait pas ses yeux. Elle lut les documents juridiques dans son bureau,
stupéfaite par l'audace de Ronald, qui tentait de renverser la situation. Il se présentait comme une victime qui avait simplement suivi le protocole pour protéger la banque contre la fraude. Ebony sentit sa colère se raviver, mais elle se ressaisit. Leçon de courage et de justice. Comment Ebony Mitchell a fait face à la discrimination et à la corruption dans sa propre entreprise. La confiance dans les preuves qu'ils avaient accumulées démantelait ces affirmations. L'affaire se poursuivit, nécessitant le témoignage d'Ebony ainsi que des déclarations des membres du personnel et une montagne de preuves documentées. Dans les jours précédant la date du procès, Ebony travailla étroitement avec Karen Shaw pour s'assurer qu'aucune piste ne soit négligée. Pendant ce temps, l'équipe juridique d'Ebony découvrit encore plus d'informations accablantes sur le passé de Ronald. Il avait été licencié de son précédent emploi dans une banque concurrente dans des circonstances suspectes, impliquant également des relations douteuses avec des consultants externes. Cette banque avait discrètement réglé avec lui à l'amiable pour éviter une mauvaise publicité. Maintenant, tout cela éclatait au grand jour. Le jour du procès arriva, et Ebony entra dans le tribunal entouré de son équipe juridique. Ronald était assis à la table des accusés, l'air fatigué et diminué, mais toujours accroché à l'espoir de gagner un règlement. Mais au moment où l'équipe d'Ebony présenta la chaîne d'emails incriminants montrant que Ronald collaborait avec l'entreprise de conseil de son ami, l'énergie dans la salle d'audience changea radicalement. Ensuite, les témoignages des employés se succédèrent. Témoin après témoin, ils racontèrent les tactiques d'intimidation de Ronald, ses remarques discriminatoires et son abus de la politique de l'entreprise. L'avocat de Ronald semblait de plus en plus déstabilisé, luttant pour contrer l'énorme volume de preuves. Après plusieurs jours de témoignages, le juge rendit une décision décisive en faveur de Centurion Bank, rejetant la plainte de Ronald. De plus, le juge indiqua que les actions de Ronald pourraient justifier une enquête supplémentaire par les forces de l'ordre pour fraude et racket. Ronald quitta précipitamment la salle d'audience, poursuivi par les journalistes qui cherchaient une déclaration. Ebony et son équipe partirent la tête haute, vindiqués mais assombris par toute cette épreuve. En l'espace de quelques semaines, Ebony apprit que l'entreprise de conseil de l'ami de Ronald avait également été mise sous surveillance, fermant ses portes en raison de complications juridiques. La chaîne d'événements avait déclenché un effet domino. Le monde de Ronald semblait s'effondrer. Il avait perdu non seulement son emploi, mais aussi sa réputation professionnelle. Des sources indiquaient qu'il ne pouvait plus trouver de travail stable dans le secteur bancaire. Aucune institution réputée ne voulait être associée à lui. Ebony ne ressentait aucune joie à voir sa chute, mais elle reconnaissait que c'était une forme de justice poétique. Les actions ont des conséquences, et les préjugés et la corruption de Ronald avaient enfin rattrapé leur auteur. Avec le dossier de Ronald Barker derrière elle, Ebony se concentra à nouveau sur sa mission originale, étendre les services de Centurion Bank aux communautés sous-desservies et s'assurer que personne ne se sentirait jamais comme un outsider. Elle lança de nouveaux modules de formation pour tous les employés, mettant l'accent sur l'éthique, l'inclusivité et l'excellence du service client. Les cadres supérieurs subirent une réévaluation approfondie, réaffirmant leur engagement envers les valeurs de la banque. Ebony initia également un programme de bourse pour les étudiants noirs et issus de minorités intéressées par le secteur bancaire et financier. Financé directement par les bénéfices de Centurion Bank, ce programme visait à cultiver la prochaine génération de leaders inclusifs, des jeunes qui porteraient l'héritage d'Ebony en avant. Un jour, plusieurs mois après l'incident, Ebony revint dans la même agence. L'atmosphère avait changé. Les clients étaient accueillis par des sourires chaleureux et un service efficace, un témoignage des changements qu'Ebony avait mis en place. Elle entama une conversation avec Miss Lewis et Jasmine, toutes deux ayant pris des rôles de leadership accrus. « Comment ça se passe ?» demanda Ebony. Miss Lewis sourit largement. « L'agence prospère, Madame Mitchell. Nos scores de satisfaction client sont plus élevés que jamais et nous avons ouvert près de 100 nouveaux comptes le mois dernier. » Jasmine acquiesça avec enthousiasme. « Ça fait du bien de travailler ici maintenant. Nous sommes tous fiers de porter l'insigne de Centurion. » Ebony sourit. « C'est ce que j'aime entendre. Continuez ainsi. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Ebony sentit un léger tiraillement sur sa manche. Une cliente plus âgée, une femme noire aux cheveux grisonnants, se tenait là avec une expression de gratitude. « Merci, dit la femme doucement. J'ai entendu ce qui s'est passé. Comment vous vous êtes battu pour nous, pour des gens comme moi. Je voulais juste vous dire merci. » Ebony sentit les larmes lui monter aux yeux.
Elle serra doucement la main de la femme. « Je vous en prie, mais rappelez-vous que ce n'est pas seulement moi. C'est pour nous tous. Pour que personne ne se sente jamais non désiré. » Avec ces mots, Ebony sortit de la banque, s'éloignant dans la lumière brillante du soleil d'Atlanta. Elle réfléchit à l'extraordinaire parcours qu'elle avait accompli. De petite fille comptant des pièces dans une modeste maison à PDG se battant pour l'âme de son institution, elle avait reçu un rappel sévère. Le préjugé pouvait se nicher même dans son propre empire. Mais elle y avait fait face et en était sortie plus forte. En ces 7 minutes cruciales, Ebony n'avait pas seulement démontré son autorité, mais aussi la puissance de défendre ses principes. Le manager qu'elle avait renvoyé sur le champ avait fait face au karma de ses propres méfaits, et la banque Centurion avait été mise à l'épreuve, affinée par le feu. Aujourd'hui, Centurion Bank brillait plus que jamais comme un exemple de la manière dont l'intégrité, la compassion et la justice pouvaient triompher même dans les industries les plus impitoyables. Et voilà, chers spectateurs, comment une simple demande de retrait d'argent dans sa propre banque se transforma en un moment décisif pour la PDG Ebony Mitchell. De la confrontation humiliante qui dura seulement 7 minutes à l'éviction rapide d'un manager corrompu et finalement, à la transformation d'une agence entière, cette histoire prouve que l'intégrité et la résilience peuvent triompher des préjugés et de l'abus de pouvoir. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, si elle vous a rappelé qu'un seul acte audacieux peut créer un changement dans toute une organisation, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à cette chaîne. Votre soutien nous aide à vous apporter plus d'histoires puissantes d'espoir, de justice et de persévérance issues des héros de la vie réelle. Continuons la conversation dans les commentaires. Dites-nous comment vous vous êtes levé pour ce qui est juste ou comment vous prévoyez de le faire à l'avenir. Ensemble, nous pouvons faire une différence.